Leaders. C'est Riyad Benjelili, vous êtes économiste, expert auprès d'une organisation régionale basée à Kuwait City. Vous venez de publier un livre intitulé Les réformes économiques en Tunisie, une urgence en quête de leadership. Qui peut incarner ce leadership? D'abord, merci pour cette opportunité de parler de mon livre. C'est un livre qui, bien évidemment, apparaît de façon clairement orientée vers le leadership. Et quand on pense leadership, le plus souvent, on pense aux décideurs de politique économique, donc à la sphère publique de décision. Il me semble que le livre veut prêter un peu une confusion au niveau du titre, parce que le leadership, il me semble qu'il est situé à différents niveaux. Là où se trouve une décision, une capacité de pouvoir gérer les décisions, que ce soit au niveau de la sphère privée, que ce soit au niveau de la sphère publique, mais en même temps là où il est urgent de pouvoir spécifier en fait les choix collectifs. Donc ça peut aussi concerner les groupements d'individus, ça peut concerner la société civile, les partis politiques. Concrètement, en Tunisie, qui peut prendre ces décisions? Qui? Historiquement parlant, lorsqu'on parle de réformes en Tunisie, l'État a toujours été l'initiateur de ces réformes. Il a toujours été... Aujourd'hui, après la Révolution, qui est crédible, qui a la capacité de faire cela? Celui qui a la capacité de faire ça, c'est celui qui, tout simplement, pourrait peser en termes de décision. Donc personne? Pour l'instant, je ne dirais pas personne, mais il n'y a pas suffisamment de cohésion au niveau de cette façon de voir les choses au niveau des réformes. Il n'y a pas une vision claire au niveau des réformes. Donc il n'y a pas un élément fédérateur. Vision claire, tout le monde propose des réformes. Vous avez proposé une série, 5 réformes, 8 au total, dont 5 pro-économiques et pro-sociales et 3 fiscales, si ma lecture est bonne. Absolument. Mais comment, en quoi ces réformes se distinguent-elles des autres qui sont proposées? Sur plusieurs plans. D'abord, la méthodologie qui est adoptée part du principe que parler des réformes en Tunisie implique d'une façon ou d'une autre d'incorporer la dimension d'acceptabilité de cette réforme et la dimension aussi de capacité d'absorption. Par qui? Acceptabilité par qui? L'acceptabilité par rapport à monsieur tout le monde, par rapport à la personne qui doit faire un effort en termes de comportement de consommation et d'épargne, par rapport à l'investisseur qui doit aussi faire des choix d'investissement en quantité et en qualité, par rapport au décideur qui doit parier sur des domaines stratégiques et bien ficeler en quelque sorte les éléments qui vont sous-tendre en quelque sorte cette politique, cette perception des choses. Donc c'est de la part de monsieur tout le monde. Et moi je questionne au niveau de ce livre aussi les choix collectifs. Et quand je questionne les choix collectifs, cela signifie tout simplement que l'élément de réforme prend en considération aussi une certaine culture avec l'économique. Il ne prend pas seulement en considération des objectifs qui sont strictement liés à la croissance. Plus que culture, vous demandez même qu'il y ait une intégration de l'élément éthique et moral. Absolument. Moi, je pense que c'est ça la vision. A priori, naturellement, je ne prétends pas développer une vision au niveau de ce livre, mais je pars d'un certain nombre de fondements que j'appellerais plutôt postulats. Ces postulats sont des convictions, et ces convictions n'ont pas qu'une dimension économique. Ils ont une dimension culturelle, une dimension sociale, ils ont une dimension politique. Et je pense que les Tunisiens ont peu à faire à la croissance. Leur dire on veut faire de la croissance... Est-elle nécessaire, cette croissance? Il me semble qu'elle est, je dirais même, elle est indispensable. C'est une condition sine qua non pour pouvoir passer à un autre niveau de solutions proposées à nos problèmes sociaux qui, en quelque sorte, posent d'énormes problèmes actuellement. Et aussi, on pense fondamentalement à l'intégration de cette unité nationale autour d'un grand projet. Notre grand projet, il concerne le développement, donc il y a une composante croissance et une composante justice sociale, mais elle concerne aussi la consolidation de la démocratie. Et cela va prendre, je pense, beaucoup de temps. Vous avez dit 10 ans, vous avez prédit 10 ans. Absolument. La période de 10 années, c'est une période qui est adaptée par rapport aux réformes qui sont proposées. Et dans le sens où, si nous initions ces réformes maintenant, il faudrait s'attendre à ce que l'impact final définitif soit ressenti totalement dans une dizaine d'années. Et en préalable, vous avez mentionné la nécessité d'instaurer la confiance dans les pouvoirs publics. Et comment instaurer cette confiance? Absolument, c'est une bonne question parce que le plus souvent, quand on parle de confiance, on parle d'un élément qu'on ne peut pas saisir de façon claire et nette. On parle de confiance comme étant un attribut plutôt moral, comme étant un élément qui est dicté par beaucoup plus de subjectivité que d'éléments objectifs.
Il me semble que la confiance dans le domaine économique, elle a des attraits fondamentaux qui sont immédiatement liés à l'efficacité de l'action de l'État, la crédibilité de son action, la façon d'envisager... L'État ou les partis politiques, les organisations nationales, parce que l'État, c'est quelque chose qui devient de plus en plus abstrait aujourd'hui. C'est quelque chose de plus en plus abstrait, mais ça ne devrait pas l'être. Pourquoi? Parce que nous avons opté pour une constitution qui clarifie réellement les centres de décision et qui élabore une nouvelle vision de l'État. Un État qui est là, garant d'abord de l'application des lois, garant de la mise en œuvre des principes généraux sur lesquels on a convergé au niveau de la Constitution. Et surtout, on a voulu que l'État joue un rôle autre que celui qui a tout simplement contribué à la corruption, qui a contribué au patrimonialisme, qui a contribué réellement à mêler les affaires économiques avec les affaires politiques et les affaires sociales. Donc à partir de là... C'est des paroles d'universitaires chercheurs ou d'un observateur vraiment lucide de la situation réelle dans le pays? Je pars du principe que le chercheur doit être présent au niveau de la méthodologie, au niveau des éléments qui donnent un soubassement par rapport à l'analyse et par rapport aux projections de cette analyse. Donc c'est comme un médecin, hein, quand il parle avec son malade, il doit avoir les éléments de diagnostic. Il doit en même temps connaître les rudiments du fonctionnement des organes. D'accord? Et ça, c'est tout à fait normal. En revanche, il ne peut gagner en confiance et en crédibilité que lorsqu'il est proche du malade. Donc il sait le tranquilliser, il sait lui parler, il sait lui dire comment mettre en œuvre telle proposition pour résoudre telle maladie, etc. Donc en fin de compte, ce qu'on demande actuellement à l'expert, ce n'est pas une vision purement méthodologique, une vision purement experte. On lui demande aussi d'avoir tout simplement une connaissance un peu plus large, un peu plus culturelle, de la culture du comportement, de la culture d'adaptation, de la culture de la capacité d'absorption. Très bien. Qui est capable aujourd'hui d'avoir cette crédibilité? Qui, d'après vous, vous avez l'avantage du recul géographique et de voir la Tunisie de loin, qui, d'après vous, aujourd'hui, présent sur la scène publique, jouit de cette crédibilité qui l'investit d'une capacité d'agir? Sincèrement, c'est une question qui est très délicate et très difficile. Hein. Je ne saurais répondre à cette question parce que ça serait très prétentieux de ma part. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des potentialités qui ne sont pas exploitées. Il y a aussi des individualités par rapport à leur expérience, par rapport à leur capacité de répondre de façon précise à ces interrogations, qui sont en quelque sorte marginalisées. Et puis, les compétences, c'est des individus, mais on va essayer de voir catégorie par catégorie. Les partis politiques, jouissent-ils de suffisamment de crédibilité et d'impact sur la société? La crédibilité, elle est matière en fait à des volatilités extraordinaires. Il y a des moments où c'est crédible, des moments qui ne sont pas crédibles, etc. Et c'est tout à fait normal. On est en phase de construction de cette crédibilité. On est même en phase de construction d'une nouvelle émergence au niveau de ces partis. On les observe un peu partout. Donc les 10 ans que vous prédisez risquent de devenir 40, 50 ans? Moi, je pars du principe que, de toutes les façons, nous avons un organe d'État qui est présent. Nous avons fait des choix et nous avons aussi des lois qui donnent des responsabilités, par exemple, par rapport au chef du gouvernement, à pouvoir s'entourer d'une équipe de l'administration centrale qui sont censés répondre à ces interrogations. Si on quitte le premier ministère et surtout le premier étage, en bas? En bas, c'est l'administration centrale. Et elle est capable d'exécuter des projets. Le taux d'exécution des crédits, le taux de consommation n'est que de 27 à 30%. Absolument. Ce sont des éléments qui devraient faire tout simplement l'objet d'une responsabilisation. Parce que là aussi, il y a un problème important. On ne peut pas demander à la nation, on ne peut pas demander aux agents tout simplement d'assumer un coût des réformes qui risque d'être un coût lourd lorsque le politique se substitue à cette responsabilité. L'élément majeur au niveau de cette responsabilité, c'est tout simplement la possibilité de mettre en œuvre des réformes, la possibilité de tenir compte tout simplement de l'état d'avancement, et c'est une responsabilité. Celui qui n'assume pas ses responsabilités, il doit y avoir des indicateurs qui stipulent à un certain moment qu'il est dans l'incapacité de pouvoir... Excellent. Alors, si on ne veut pas que votre livre soit considéré comme un énième rapport d'état des lieux, de constats, de recommandations, de vœux pieux, tout cela, réformer les cadres réglementaires, la politique industrielle, la politique d'investissement, réformer le système financier, tout cela, quel est l'indicateur de performance
que vous fixez à ces réformes? Bonne question, et je vais répondre de façon très directe. Au niveau des réformes, il y a d'abord une vision parcimonieuse de ces réformes. Donc je ne prétends pas qu'il faut tout réformer. Il faut bâtir d'abord sur les éléments force qui existent dans le pays. Il faut en même temps avoir une perception stratégique du changement, de la part notamment de l'État. Cette perception stratégique prend appui sur une politique industrielle bien définie. Lorsqu'on parle de politique industrielle, ça veut dire qu'il y a des intervenants, des investisseurs, qui touchent par exemple différents secteurs. Est-ce que l'État peut se substituer au secteur privé? La réponse, non. Alors, est-ce qu'il peut appuyer le secteur privé? Oui. Alors, à quel niveau? Il doit être parcimonieux au niveau aussi de son intervention. Aujourd'hui, investir... D'accord, vous plaidez pour cette cause, noble cause d'industrie manufacturière, moteur de croissance et élément central de stratégie. Investir aujourd'hui, avec quelle garantie de paix sociale? Avec quelle garantie d'administration équitable? La garantie de la paix sociale est focalisée naturellement sur les motivations des intervenants. Lorsque nous comprenons les motivations des intervenants, nous sommes en mesure de pouvoir en tenir compte au niveau des objectifs à réaliser. Qu'est-ce qui préoccupe actuellement, par exemple, l'UGTT? Qu'est-ce qui préoccupe l'UTICA? Qu'est-ce qui préoccupe le gouvernement? Qu'est-ce qui préoccupe le Tunisien d'une façon générale? C'est de pouvoir assumer un coût qui n'est pas réparti de façon égalitaire. Un coût du changement, un coût des réformes qui soit perçu de façon non égalitaire. Et donc, dans ce cas-là, on voudrait bien retenir ce que l'on a. Donc, on défend beaucoup plus une position de statu quo. Mais il y a aussi un autre élément. L'autre élément, c'est de savoir que les gains sur lesquels on peut capitaliser sur le moyen et long terme peuvent aussi faire l'objet d'un renforcement des différents intervenants au niveau de la décision. Aujourd'hui, lorsque je parle des industries manufacturières, il n'y a pas que les dimensions croissance. Il n'y a pas que la dimension background de la Tunisie en matière des industries manufacturières. Il n'y a pas que sa position force en termes d'exportation ou bien en termes de réponse à la demande intérieure ou en termes d'employabilité, parce que c'est le secteur qui emploie le plus. C'est un discours d'universitaire ou d'homme politique ou quelque chose de pragmatique, de concret? C'est quelque chose de très pragmatique. Vous aurez investi de l'argent aujourd'hui en Tunisie dans une industrie manufacturière? De toutes les façons, si j'ai cette capacité et par rapport à ce qui est offert en termes de profitabilité possible, c'est là où j'investirai davantage. Vous êtes optimiste? Je suis totalement optimiste parce que de toutes les façons, s'il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas réellement la révélation des solutions possibles. On n'est pas optimiste lorsque le problème prend une ampleur à un point qu'on ne voit pas par où commencer et par où terminer. Et par où commencer et par où terminer? Par où commencer? On commencerait d'abord par clarifier les positions à l'égard du problème de croissance, qui est un problème d'offre fondamentalement en Tunisie, à l'égard des choix possibles d'intervention de l'État, qui pose la question de la politique industrielle et non pas du code d'investissement, à l'égard de la société d'une façon générale, pour comprendre que de toutes les façons, on ne peut jamais atteindre des niveaux de croissance élevés, mais en même temps un niveau de développement si on n'arrive pas à jouer à un jeu à somme positive. Donc les gains des uns doivent être aussi les gains des autres. On ne doit pas jouer en termes de répartition sur des critères purement de court terme. On doit bâtir ce principe de répartition sur le principe fondamentalement de gains futurs et de profitabilité. C'est aussi pour les investissements. Mais lorsque naturellement l'investisseur en Tunisie prend appui sur cette décision-là et décide d'investir, mais en même temps, au moment où il réalise des profits, décide de réinvestir ces profits au lieu de les répartir, il faudrait donner en quelque sorte des garanties pour que réellement cet élément-là, qui va dans le sens de renforcement de la valeur ajoutée, prenne appui après sur des questions de répartition. Mais cet élément-là peut être bâti aussi sur un contrat social. Et là, je tiens, pourquoi vous m'avez posé la question, si j'étais optimiste ou pas. Je suis très optimiste. Pourquoi? Au mois de janvier 2013, quelque chose d'extraordinaire a eu lieu en Tunisie, mais on ne lui a pas donné réellement l'écho qu'il fallait. C'est tout simplement le contrat social qui a été signé fondamentalement. Et qui n'est pas encore mis en œuvre à ce jour. Absolument. Et même l'instance censée le gérer, le mettre en place, n'est même pas établie. Sauf que les agents qui interviennent dans le financement de ce processus sont toujours là. Oui, mais des paroles. C'est des paroles. Sont toujours prêts à l'appuyer. D'accord. Mais on a vu qu'elle a volé en éclats aux premières négociations, plusieurs fois. Remise en question. Il y a eu de la surenchère. Il y a eu de la surenchère. Les bonnes intentions sont toutes là, mais la réalité sur le terrain est différente. Elle est différente dans la mesure où on veut renforcer cette différence en termes de divergence de point de vue. Mais elle est aussi sur le terrain, on peut voir l'autre aspect, où on peut renforcer les convergences pour pouvoir les mettre en application. Pour moi, la première des choses à faire, c'est de lire votre livre. Merci. Merci à vous. Leaders.